Moi, je le vois, ouais, c'est bon. Ok. Oui. Donc, si ça vous va, avant, j'avais un petit point sur l'apiculture bio en Occitanie et sur le cahier des charges de la bio, parce que c'est les fonds qui nous financent aujourd'hui, c'est les fonds de Anime Bio. Et c'est plus spécifiquement pour ça qu'on essaie de trouver des emplacements labellisables en bio. Et par contre, après, voilà, j'ai toute une partie sur l'accueil des ruches et la pollinisation, et spécifiquement sur la pollinisation en maraîchage qui va vous intéresser, du coup, Hélène, sur comment on place la ruche dans la serre. Et voilà, après, on peut se repartager des témoignages, mais je pense que ça, c'est un peu déjà ce qu'on a fait. Si ça vous va de faire comme ça, on peut suivre se dérouler. Et Mhm. voilà, Oui. Mhm. ça marche. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce qu'on n'est vraiment pas nombreux, je pense qu'on peut voilà, faire au fur et à mesure. C'est ça. Parfois, je parle un peu vite, donc n'hésitez pas à me ralentir aussi. Donc, je voulais juste faire un petit rappel sur l'apiculture bio. Du coup, comme en France, qu'est-ce que ça représente et rappeler que en gros l'Occitanie, on est le département, enfin la région avec une des plus grosses une des plus qui est une des plus peuplées en ruches bio après l'Auvergne-Rhône-Alpes et que c'est une région sur laquelle il y a encore une bonne dynamique de conversion. Donc pour voir plus précisément votre département qui va vous intéresser, là on a la répartition des ruches bio en Occitanie. Donc, vous voyez que la plus grosse partie sont en Ariège et dans le Gard et dans l'Hérault. Mais voilà, vous êtes quand même le Gard assez bien fourni en exploitation bio. Donc, globalement, les conversions se continuent et sauf dans le Gers et le Tarn-et-Garonne, il y a de plus en plus de personnes qui se convertissent au bio. Alors souvent, ça va peut-être pas forcément vous concerner parce que c'est beaucoup des gens qui commercialisent en quantité et au point qu'ils ont envie de valoriser davantage leur miel auprès des consommateurs et qu'ils ont envie d'investir dans la certification. Donc, c'est beaucoup des apiculteurs professionnels, quoi, en somme, qui vont se certifier en bio. Et donc, dans le Tarn, enfin, dans le Gard, on voit voilà, qu'il y a en 2024, une augmentation de 7% du nombre de ruches euh, par rapport à 2023. Donc, qui continue à augmenter. Donc, globalement, en Occitanie, vous voyez qu'il y a eu chaque année de nombreuses conversions, mais que c'est quelque chose qui se stabilise, quoi. Il y a eu une période avec 30 à 40 conversions par an. Et là, aujourd'hui, on est plus sur une dynamique un peu moins forte, mais avec tout le temps, avec quand même une conservation des gens qui sont déjà installés et juste un petit peu moins de gens qui s'installent chaque année. Mais toujours, on augmente toujours le nombre de personnes. Donc en 2025, on a chiffre, voilà, par exemple, il y a 3 apiculteurs bio nouveaux qui sont installés dans le Gard. Donc, pour que ça vous parle un peu plus, parce que là, c'est juste des chiffres sur la filière, rappeler un peu ce que c'est que l'apiculture bio et en quoi ça se distingue de l'apiculture conventionnelle. Donc, il y a une période de conversion de 12 mois pendant laquelle l'apiculteur doit remplacer tout son matériel par du matériel bio. Donc, notamment la cire, où il peut y avoir un enjeu sur le remplacement de la cire. On peut, on peut ne pas changer toute la cire, mais dans ce cas-là, il faut faire des analyses pour prouver que la cire précédemment utilisée n'était pas contaminée par des substances. Donc, avec quand même des frais de labo. Donc sinon, le matériel, c'est le même que celui en conventionnel, hein, pour les CUPU, pour l'insémination est autorisé. Le clippage des rennes, donc c'est-à-dire le fait de leur couper les ailes, ça c'est interdit par contre en bio. Donc voilà, on a, comme dans les autres filières, une obligation de se fournir en matériel génétique AB, sauf éventuellement 20% du cheptel, on peut le renouveler en non bio, mais le reste doit être fourni par des exploitations bio ou renouvelé souvent au sein de l'exploitation. Donc voilà, il y a pas en apiculture, il n'y a pas de mixité possible, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir et des ruches bio et des ruches pas bio. Si jamais il y a des gens qui sont en mixité, c'est qu'ils ont par ailleurs une exploitation qui est en conventionnel. Donc voilà, soit on a tout son cheptel en bio, soit on n'a rien. Donc pareil, voilà, on a 1 an avant que notre cheptel et nos ruches soient considérés bio et les abeilles. Le matériel, bon, c'est le cas globalement aussi en conventionnel, mais le corps, os et cadre, c'est en matériaux naturels. Les nucléi, ils peuvent ne pas être en matériaux naturels parce que c'est des toutes petites pièces, mais sinon on ne met pas les ruchettes. Donc les traitements qui sont autorisés pour le bois, c'est uniquement propolis, cire et huile. Et s'il y a des pigments aluminium, c'est uniquement extérieur.
Donc les partitions chaudes en aluminium, on a le droit, mais voilà, il faut vraiment pas de contact avec les aliments. C'est ça les petites subtilités du cahier des charges. Et sur le nourrissement, la différence, c'est qu'évidemment, les sucres amenés doivent être en bio et qu'on n'a pas le droit à de la nutrition protéique, sauf le pollen bio. Donc voilà, et après, il y a les justifications du nourrissement qui sont que on ne peut pas, on ne nourrit que lorsque la survie des ruches est menacée. Bon, la plupart des gens, ce qu'ils font, mais par exemple, du nourrissement de stimulation, ne pourrait pas être indiqué enfin, ça sera un refus du cahier des charges. Donc voilà, dans la gestion du sanitaire, c'est juste que bah, tous les produits utilisés contre le varroa doivent être labellisés bio. Donc souvent, c'est acide formique, lactique, acétique, acide oxalique le plus connu, et menthol et thymol, eucalyptus. Eucalyptol, pardon, et camphre. Donc, et par contre, on a autorisation de détruire le couvain mâle quand même pour limiter l'infestation. Et voilà, la récolte en mielerie, c'est pas sur du couvain, mais bon, ça c'est assez logique en apiculture de façon générale. Et on ne doit pas utiliser de produits de synthèse pour la récolte. Enfin, ça c'est voilà, c'est plus que c'est le cahier des charges bio de général. On n'utilise pas de produits qui ne sont pas dans la liste des produits autorisés en bio. Et quand on fait de l'ensemencement du miel pour améliorer sa structure, c'est uniquement pareil avec du miel bio, en logique. Mais voilà, surtout ce qui fait la spécificité du cahier des charges bio, c'est en apiculture, c'est les emplacements de ruchers. Et en fait, l'apiculteur va être obligé de trouver une zone où il y a plus de 50% de la zone butinée qui est en bio. Donc par exemple, là, vous avez l'exemple au-dessus. La personne, elle est entourée de cultures non mellifères qui sont conventionnelles. Mais comme il y a la majorité de la zone mellifère qui est uniquement la forêt de châtaignier, parce que par exemple, céréales, vignes, c'est pas mellifère, donc ça, quelque part, ça compte pas. Si toute la partie mellifère est bien sur une zone non traitée, soit espace naturel, soit bio, et bien l'espace, l'emplacement peut être labellisé bio. Par contre, voilà, par exemple, si on était sur une zone avec beaucoup de grandes cultures, mais avec une majorité de grandes cultures mellifères qui, elles, sont conventionnelles, là, c'est pas possible parce qu'on sait que ce que vont collecter les abeilles, ça va être majoritairement contaminé. Donc voilà, si ça, quand on regarde ce rayon de butinage, c'est 3 km autour de l'emplacement. Et voilà, en Occitanie, on arrive. Donc c'est pas la plus trop suivre vous en priorité, mais pour regarder vos ressources, ou même ça peut par contre ça peut vous intéresser, Sandrine, pour regarder ce qu'il y avait autour de vos ruches au moment où ça mielait. Il y a un outil qui s'appelle Bidgis qui est gratuit, où vous pouvez rentrer la coordonnée de votre parcelle et mettre en place plusieurs couches pour voir si c'était des parcelles bio, si c'était des haies, s'il y avait des jachères, de la prairie permanente ou des forêts autour de chez vous. Et ça peut aider à identifier certaines zones. Bon, après, quand c'est que de l'espace naturel, ça va pas nous aider ça va pas nous faire la flore de notre région pour autant. Mais ça donne des bons éléments et ça peut être utilisé pour les gens qui font la certification pour vérifier que dans l'aire de butinage, c'est conforme. Ok, merci. La certification, ça fait tous les ans. Mhm. Ça évolue, oui. Oui, d'accord. Du coup, voilà, chaque année, bah, voilà, si le contrôle, voilà, il y a un certain flou quand même sur la certification parce que selon l'année, enfin, en fait, il faut pouvoir justifier et faut se tenir au courant de ce que font ses voisins, quoi. Après, voilà, du coup, il y a des zones, si jamais tu sens que ça dépend juste de l'assolement, si tu es à quelques surfaces près, tu sais que si tu serais dans une zone, si tu pourrais tomber en dehors de la certification, bah, vaut mieux pas choisir cet emplacement de rucher là, quoi. Tu sais que tu vas essayer d'avoir un emplacement qui est, si tu vois que tu as des cultures conventionnelles globalement qui sont mellifères, tu vas vraiment quand même éviter ces zones, quoi. Tu vas pas essayer de jouer, bon, bah, cette année, ça va, il met que du blé, l'année prochaine, il met du colza, ce sera pas bon. Je pense que le mieux, c'est juste d'éviter les zones où il y a du conventionnel mellifère dans l'assolement. Voilà, d'autres SIG qui sont utiles, c'est les SIG de l'agence bio. Ça vous permet aussi de voir tout ce qui est parcelle bio qui est proche de chez vous. Ça, vous connaissez peut-être déjà. Et pareil, Géoportail qui permet de voir beaucoup d'autres choses, mais notamment aussi le recensement des parcelles et l'assolement. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur la conversion, si c'était quelque chose
les apiculteurs avec qui vous travaillez, Hélène, c'est quelqu'un qui est en bio ou c'est pas- Non, pas du tout, non. Les deux sont pas en bio. Ok. C'est des apiculteurs professionnels ou plutôt de loisirs? Oui, oui, c'est des pros, ouais. C'est deux pros. Peut-être qu'autour de chez vous, ça s'y prête pas. Mm. Donc voilà, c'était ma petite présentation pour rappeler que voilà, la conversion à la bio, c'est possible. Maintenant, on attaque le vif du sujet, plutôt l'apiculture et maraîchage. Donc, en fait, pour rappeler, là, cette présentation était vraiment axée plutôt pour des gens qui veulent faire de la prestation de pollinisation. Donc, ça va rentrer dans le technique de qu'est-ce qui est utile ou pas pour l'agriculteur. Donc, si à un moment donné, vous avez d'autres questions, surtout, n'hésitez pas à m'arrêter. Donc ça, c'est déjà ce petit graphe là, ça montre en gros globalement les pourcentages d'activité en fonction que font l'agriculteur en fonction du nombre de ruches qu'ils ont. Donc voilà, en général, quand on a moins de 10 ruches, on veut surtout faire du miel, on va pas s'amuser à faire 50 000 autres choses. Mais voilà, plus il y a de ruches, plus les gens essaient de diversifier avec la prestation de pollinisation. C'est aussi notamment beaucoup utilisé par les gens qui s'installent pour avoir une source de revenus rapide la première année, parce qu'au moins la prestation, c'est payé directement et il n'y a pas à attendre la récolte. Ouais, c'est pour un peu recontextualiser qui sont les gens qui font des prestats de pollinisation en général, même si beaucoup d'autres gens peuvent mettre des ruches chez des voisins maraîchers, il n'y a pas de souci. Et du coup, quand il y a vraiment cette envie de pollinisation et que c'est pas juste poser des ruches pour faire une association avec son voisin et pour avoir du donnant-donnant, quand on veut vraiment faire de la prestation de pollinisation, on va vraiment regarder le nombre d'individus qu'il y a à la ruche, le nombre de cadres qu'il y a de couvains, voilà quel format est à la colonie, ruche, ruchette, l'amener dans un super état sanitaire et avec des réserves si jamais il y a un risque que la culture visée ne démarre pas. Et du coup, selon la culture qu'on va viser à polliniser, bah voilà, c'est comme quand on va faire, c'est comme quand on fait son parcours de transhumance, en gros, si on sait qu'on va avoir du pollen, on peut amener des petites colonies en plein développement. Si on sait que ça va être surtout être du nectar, on va plutôt privilégier des grosses colonies qui vont l'exploiter d'une façon intéressante. Donc, ce qu'il faut savoir quand on veut faire de la pollinisation pour polliniser, c'est que ça va avoir quand même il faut l'amener vraiment au bon moment et de façon assez précoce. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on l'amène trop tôt, bah voilà, il va y avoir la colonie elle va être ralentie et elle va pas forcément trouver de ressources. Bon, après ça c'est surtout vrai pour des espaces comme le colza, le tournesol où il n'y a pas beaucoup de ressources aux alentours. Sur un maraîchage dans le Gard, je pense que peut quand même y avoir des ressources. Par contre, et voilà, surtout l'abeille, si jamais on veut l'amener, je sais pas, par exemple sur la culture de courgettes, si on l'amène en amont et que justement elle trouve déjà. Ah, pardon, Valène, tu veux dire quelque chose? Oui, ben, c'est justement par rapport à ça, hein, par rapport à la courgette. Donc nous, on met les courgettes en serre mi-février. Et après, on ne sait jamais trop quand amener les ruches parce que si on ouvre les portes, pour moi, les abeilles, elles vont s'habituer à les chercher déjà ailleurs. Et en même temps, il faut déjà qu'il y ait un nombre de fleurs suffisant. Mais bah, c'est par rapport à quel moment on amène véritablement les abeilles. Pour moi, alors je crois que je vais vous le dire après, normalement dans le diapo, mais il faut essayer d'avoir un certain nombre de fleurs déjà développées. Je dirais 10%, je pense qu'ils ont déjà commencé, 5% allez, qui ont déjà commencé leur floraison. Comme ça, on est sûr que les abeilles vont déjà aller sur la courgette en priorité et vont pas s'habituer à d'autres ressources extérieures. Après, on va voir, vous, si jamais vous les mettez à l'intérieur de la serre, il y a aussi moyen si on les met, en gros, je vais vous montrer, là, on a des schémas pour un schéma d'installation dans une serre, et en gros, les gens qui l'installent de façon précoce, comme vous le faites en février, et ben, tu vas l'installer au fond de la serre pour qu'elle elle va être obligée comme ça de passer quand même dans toute ta serre avant de sortir. Même si tu fais un petit trou sur le côté de la bâche, pour quand même elles puissent compléter leur régime alimentaire et pas faire une monodiète de courgettes. Mais Hmm. l'idée, ça va être de les mettre vraiment au fond. Et je vais te remontrer sur le schéma après, du coup. C'est bien de l'amener au moment où il y a 5% de fleurs qui sont déjà lancées. Après, ça dépend quelle variété aussi tu as de courgettes et qu'est-ce que tu as fait qu'est-ce que tu as pris comme variété pour avoir à la fois les mâles et les femelles au bon moment. Mais Bah, le truc, c'est que les premières courgettes précoces, elles sont auto-fertiles. Mais bon, il y a quand même des fleurs. Et après, j'ai une autre variété où il y a plus de mâles, enfin, il y a plus de fleurs mâles qui apparaissent. Hmm, ok. Bah, limite, ouais, tu vois, à ce moment-là, c'est pas si grave si t'as pas tant de pollinisateurs que ça. Les moments où c'est vraiment critique, c'est si tu as beaucoup de fleurs.
as peu de fleurs mâles et beaucoup de fleurs femelles. Là, les pollinisateurs, c'est vraiment chouette de les avoir à ce moment-là parce que tu sais qu'ils vont pouvoir Mm. disséminer correctement le pollen que tu as sur une fleur. Mm. Donc voilà, et voilà, comme pour finir là-dessus, les abeilles, du coup, elles peuvent s'habituer aussi, si elles arrivent assez tôt, elles peuvent s'habituer à aller à récupérer, à voler le nectar sans rentrer bien dans la fleur et donc sans bien polliniser si on les met en amont. Si on les met trop tôt, elles vont s'habituer à être un peu feignantes et à juste récupérer du nectar. Donc voilà, tu vois sur le petit schéma là où tu dis, t'as il faut vraiment essayer d'arriver au moment de la pollinisation. Il faut vraiment essayer de les amener au moment où la floraison commence. Et après, je sais pas si toi, si, oui, du coup, si vous les déplacez vraiment à la serre, c'est intéressant d'enlever la ruche en pleine journée. Bon, après, c'est juste pour éviter les pertes de la ruche. Parce que, en gros, quand tu vas enlever la ruche en pleine journée, tu vas permettre enfin, les vieilles butineuses, elles vont pas venir. Elles vont pas crever dans la bâche parce qu'elles par manque d'habitude et tu vas avoir plutôt des jeunes butineuses qui vont arriver dans la serre. Donc souvent, les gens qui font de la pollinisation en maraîchage, ils font leur mise en place et leur transhumance en pleine journée pour pas récupérer leur vieille butineuse. Ah ouais. Donc voilà, c'est des paroles d'apiculteurs qui font de la prestation de pollinisation que j'ai récupéré dans le projet de l'ITSAP qui s'appelle le projet Fleurs. Et si je vous transmettrai par mail si vous voulez, c'est beaucoup de données technico-économiques sur des gens qui font des parcours de transhumance, enfin de pollinisation. Donc il y a des personnes qui font ça uniquement ponctuellement, qui ont un seul partenaire à l'année, ou il y a des gens dont c'est vraiment leur stratégie d'exploitation, c'est la pollinisation. Donc la personne qui travaillait sur les courgettes, ce qu'elle elle disait pour avoir une ruche de bonne qualité, c'est 10 à 12 intercadres d'abeilles dans la ruche par hectare. Donc bon, ça c'était pour fraises. Euh, voilà, pour les courgettes et melons sous abri, voilà, c'était 4 cadres d'abeilles, 2 cadres de couvain ouvert et 2 cadres de couvain fermé. Et d'avoir du nourrissement au cas où voilà, comme si c'est une période un peu précoce et que vous n'êtes pas sûr qu'il y ait des ressources autour, ça peut permettre d'être sûr qu'elles ne vont pas trop s'affaiblir en attendant le début de votre floraison ou votre pleine floraison. J'ai fait une coquille, assurer la récupération des colonies. C'est que par contre, voilà, même les gens qui enchaînent les floraisons et qui enchaînent les floraisons de pollinisation, il y a quand même un temps de repos de 3 semaines après avoir mis des abeilles sous abri parce que c'est quand même un peu éreintant pour elles d'être dans un espace fermé avec un accès à l'extérieur qui est restreint. Donc voilà, et c'est uniquement quelque chose qui se fait le sous-abri, je vais vous le redire après, mais que c'est uniquement on le fait pour la période précoce de février, quoi. Au mois d'avril, on met pas la ruche sous la serre, on la met à l'extérieur comme vous faisiez, parce qu'elles peuvent très bien entrer dedans et que de toute façon, sinon ça va vraiment enfin, il va faire trop chaud pour elles, quoi. Ça va être et puis comme il fait suffisamment chaud et qu'il y a suffisamment de pollinisateurs, normalement, vous allez quand même avoir une bonne pollinisation, pas besoin de mettre la ruche dedans. Nous, en fait, on peut pas la bouger, quoi. Parce qu'une fois qu'on l'a mise, on la met au début de la serre parce que par facilité, justement, pour la mettre et l'enlever. Et on ne peut Mm, pas la mm, mettre au milieu parce qu'après, quand l'apiculteur y passe, c'est galère pour lui de traverser toute la serre et aller au milieu de la serre. mm. Et Donc, au elle est fond, au il n'y a pas. départ et après, de toute façon, on ouvre les portes. Mm, mm. Et nous, Et bah, on la laisse jusqu'au mois de juin. ok. Bah parce que, en tout cas, ce que font les personnes qui en font en prestation professionnelle, ils font des cycles de 3 semaines. Parce qu'au bout d'un moment, ça fatigue la colonie. Et par contre, voilà, ils en mettent 3 semaines, ils laissent les ruches au fond de la serre. Et ensuite, au bout d'un moment, ils peuvent, la ruche, enfin, c'est une autre ruche, en fait. Voilà, on va prendre une autre ruche qui va être moins fatiguée et qui va, elle, prendre le relais. Et quand la période le permet, quand ça devient vers le mois d'avril, eh ben, on peut la mettre en extérieur. Mais la Devant laisser la serre, alors. Devant, à l'entrée. devant si c'est quand c'est plus en période précoce, quoi. Vraiment, vous allez voir sur le. Hop, je retrouve je retourne la partie sur la pollinisation. J'ai l'impression qu'elle est pas bien. On va aller directement là-dessus, comme c'est un peu la grosse question. Voilà. Donc voilà, ça c'est une présentation. Attends, je vais vous l'amener directement là-dessus. C'est une présentation qui est faite par la Chambre d'agriculture du Tarn. Donc, je n'en tiens pas les lauriers, mais du coup, ils ont pas mal travaillé sur la pollinisation en maraîchage.
Ça rame un peu. Donc voilà, en gros, il y a deux grosses périodes. Il y a vraiment la période le début de plantation, quoi, les quelques premières semaines. C'est là, ça vaut le coup d'avoir les pollinisateurs directement dans l'abri, février-mars. Mais par contre, ensuite, là, faire comme ce que vous avez fait. C'est ensuite, quand on arrive à partir de fin avril, avoir la ruche à l'extérieur, c'est OK. Mais de toute façon, l'apiculteur, il va pas pouvoir déplacer sa ruche, enfin, du fond de la. Il va forcément devoir en changer parce que les abeilles, on peut pas les déplacer de quelques mètres comme ça, quoi. Elles, euh, Oui, oui, elle la elles ont change, ouais. ça. Et si c'est au fond de la serre, peut-être qu'il y a moyen de lui faire un accès pour que ce soit plus simple pour elle. Parce qu'en gros, yep. À partir du coup de Et fin là, avril. la ruche que tu présentes là sur la photo, l'ouverture, elle est vers où? Là, j'ai l'impression que celle-là, il y a des ruchettes qui ont accès intérieur-extérieur. Mais celle-là, l'ouverture, j'ai l'impression elle est vers l'extérieur pour qu'elle puisse quand même sortir. Là, on voit pas, j'avoue qu'on voit pas le cadre. Mais en général, normalement, on met orienté vers les cultures. Donc là, j'avoue que la photo est pas un bon exemple parce qu'en plus, elle est à l'intérieur, elle est pas vraiment au fond. Ah si, c'est ça, voilà. Ça, c'est la période précoce, en fait. Attends, je vais te montrer le schéma plus précis de ça. Tuc, 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 tuc. Parce que nous, le souci, c'est qu'après, il y a des abeilles qui retrouvent jamais l'entrée quand c'est positionné comme ça, une ruche, auxquelles elles vont pouvoir sortir, et après, elles retrouvent jamais l'entrée. Ok, ça Ou c'est il y en étrange a parce qui que se paument dans le plastique, qui montent et qui n'arrivent pas à sortir. et ben ça, c'est possible que enfin, je sais pas quand est-ce qu'il l'amène, l'apiculteur, mais s'il l'amène de nuit, ça peut être les vieilles butineuses. Et en fait, les gens ont arrêté de faire ça parce qu'ils avaient l'impression de faire une grosse perte de butineuses. Ils préfèrent laisser les vieilles butineuses dans leur ancien rucher. Et les nouvelles, elles ont moins tendance à. Enfin, en gros, comme c'est les premières fois qu'elles sortent, elles sont habituées à être sous la bâche. Elles vont moins se coincer et absolument essayer de sortir et C'est-à-dire qu'il faut mourir dans la arriver avec bâche. une ruchette jeune, c'est ça? C'est plutôt que, en gros, il faut la sortir, faut la prendre en pleine journée parce que comme ça, les butineuses Ah oui, âgées sont elles sont dehors. pas dedans. Oui, Elles ok. sont en train de bosser, elles sont pas dedans et on part pas avec. Et du coup, celles qui sortent sont des jeunes et ça évite d'en gâcher. Après, ça change pas grand-chose à toi que tu Mais lui les vieilles as. Attends, butineuses, il va les laisser, il va jamais les récupérer. bah, non, tu te dis qu'il va y avoir de la dérive et que soit qu'elles vont rejoindre une autre ruche de son Ah rucher, bon? Ok. soit. Mais après, elles peuvent être perdues aussi, quoi. C'est juste que les gens, ça leur fait moins de la peine que les amener se faire crever, en gros, dans les serres. Parce que ça reste une prestation. La pollinisation, c'est pas tout le monde qui en fait parce que ça reste quelque chose d'éreintant pour les ruches et qu'il faut que derrière que la rémunération Hmm. soit intéressante pour eux. Mais là, du coup, on voit bien sur le schéma comment il a fait. L'intérieur de l'ouverture de la ruche, elle est plutôt vers l'intérieur de la serre. Et il a un petit accès quand même extérieur. Je sais pas si vous voyez. Ouais. Du coup, Et il y a un ouvrant à l'extérieur. Sauf c'est que moi, ça, les comme dans ruches, la elles photo sont. d'avant. Moi, la serre, elle est pas nord-sud, elle est est-ouest. Donc après, c'est un peu différent. Yes. Bah, après, l'important, c'est que pour elle, c'est que tu du soleil le plus longtemps possible la ruche après sur l'orientation. Je ne saurais pas te redire exactement. Parce que nous, on l'avait mis comme ça. Sauf que mes ruches, elles sont ouest-est. Et du coup, elles allaient. Et pourtant, donc le soleil, il se lève à l'est. Donc au fond, on va dire c'est l'est. Mais les abeilles, elles allaient jamais au fond. Elles allaient jamais vers le bas, si tu veux, sur ton schéma là. Mm, mm. Quand tu dis toi qu'elle était orientée est-ouest, bah, sinon, il faudrait peut-être juste changer l'orientation de la ruche, mais je pense que la laisser au fond, au moins, t'es sûr qu'elles vont être obligées de travailler dans la serre, quoi. Ouais. Mais Quitte à bon. changer un peu l'orientation pour pas qu'elles tournent vers le nord, mais. Au niveau de la température, il ne varie pas pratiquement. Est-ce que ça pose pas un problème? Bah, c'est pour ça qu'au mois d'avril, on peut plus faire ça. Parce qu'au mois d'avril, il fait trop chaud, ça va les épuiser, quoi. Vaut mieux les laisser à l'extérieur. En plus, au mois d'avril, tu sais, en mars, avril-mars, mettre des abeilles, c'est intéressant parce que tu sais, t'as pas énormément de pollinisateurs qui se baladent. Au mois d'avril, tu vas aussi avoir d'autres pollinisateurs et les abeilles, elles vont pouvoir passer un peu dans la ruche, aller ailleurs. Alors que si tu les mets juste au mois de. Enfin voilà, si tu les mets que en. Si tu les mets tout l'été, par contre, là, tu vas juste épuiser tes ruches, quoi. J'avais des maraîchers qui m'avaient proposé de faire ça. Mais quand il fait 30 degrés, ça les éreinte. Déjà, chez nous, on voit qu'on est plutôt en train de réfléchir à faire des toits blanchis pour qu'elles n'aient pas trop chaud. Bon, si on les met sous une serre, ça va complètement à l'encontre de ça, quoi.
de leur garantir un peu de fraîcheur et d'économie l'été. Faut surtout pas les mettre sous abri l'été, quoi. Là, à part crever la ruche, Ouais, nous, on les mettait au mois de mai, quoi, mais après, elles sont à l'entrée et les portes sont ouvertes. oui, c'est ça. Bah, à l'entrée, au moins, elles ont leur, enfin voilà, elles peuvent sortir, elles ont accès à l'extérieur. Mm. Mais je mettrais pas non plus sous la ruche. Les gens, tu vois, ils mettaient dans les recommandations, ils mettaient plutôt à l'entrée de la ruche, quoi, sur la période d'avril. Mm. À part si t'es, voilà, peut-être en climat montagnard ou des choses comme ça. Mais sinon, à l'extérieur, ça suffit, en fait. La mettre dedans, tu vas peut-être plus l'éreinter qu'autre chose. Mm. Là, ce qu'il a mis là, pour moi, il est au fond de la ruche, il est au mois de février, quoi. Il est pas. Ouais, Et ah oui, et du coup, il y a aussi ce qui est important, c'est que d'irriguer tôt le matin aussi, comme ça, tu es sûr que tu as une bonne production de nectar et tu les attires dès le matin, elles sortent de la ruche, elles ont un nectar, elles ont un truc intéressant et ça peut les rendre plus attractives, tes courgettes, par rapport d'accord. à d'autres sources extérieures qui ont, voilà, Eh oui. d'eau et vont être moins nectarifères. Donc ça, c'est notre reco pour l'accueil. Si on revient là-dessus, du coup, ouais, le moment d'arriver, enfin, là, c'est différentes variétés de courgettes, en gros, qui rentrent en floraison. Vous voyez, là, c'est le graphe, ça représente le nombre moyen de fleurs mâles. Donc, on voit que le moment où c'est intéressant d'avoir les pollinisateurs, c'est au début, là, par exemple, quand il y a peu de fleurs mâles. Et un peu plus tard, là, en mois d'avril, il y a, pareil, il y a une diminution du nombre de fleurs mâles. Donc là, c'est intéressant d'avoir les pollinisateurs pour optimiser pour optimiser le pollen qu'on a. Faudrait rajouter les dates de plantation, là, parce que ça dépend quand même quand est-ce qu'on plante. Oui, là, j'avoue que j'ai juste les dates de floraison. J'ai Ouais. pas les dates de plantation. Parce que nous, on se dit, si on plante à telle date, en fait, ça veut dire qu'il faut mettre la ruche à telle date. Hmm. Bah, tu peux laisser quelques semaines quand même, le temps que tu aies des premières fleurs, Il quoi. faut 10% de fleurs, quoi. Mm. Bah, moi, ça me paraît pas mal. Au moins, t'es sûr qu'elles vont d'abord aller sur la culture, qu'elles vont directement la voir. Autre chose, du coup, avant d'accueillir des ruches, voilà, prévenir si tu veux quelqu'un qui vient en prestation, mais t'as déjà ton partenaire, hein, mais sinon, c'est quelque chose qui se prévoit bien en avance dans le parcours de transhumance. La facilité d'accès au rucher, la ressource d'eau à proximité, mais bon, si t'es en maraîchage, normalement, c'est pas trop un problème. Faut pas hésiter à bien communiquer avec le propriétaire de la ruche avant et notamment à se mettre d'accord avec lui. Si c'est juste quelqu'un qui amène des ruches comme ça et que tu lui verses pas de rémunération, bon bah vous faites un peu comme vous voulez, mais à partir du moment où si tu veux faire une prestation de pollinisation et qui lui il ait des contraintes de mettre un certain nombre de cadres, de couvains, etc. Bah là ça peut être chouette de bien d'avoir décidé avec lui en amont et comme ça vous êtes d'accord sur il y a pas de conflit et vous êtes d'accord sur quel était le contenu de sa prestation quoi. Et pareil sur l'emplacement, sur les dates d'arrivée. C'est un peu le clé. Et bah, surtout, et après, le respect de l'arrêté abeille. Mais ça, voilà, je sais pas je sais pas si vous connaissez. C'est Non. surtout pour une. Bah, en gros, l'arrêté abeille, c'est ce qui détermine si tu as le droit de traiter ou non en fonction de la présence de pollinisateurs. Et Ah c'est oui. légiféré maintenant depuis 2021. Mm. Enfin, ça a changé depuis 2021. Et du coup, tu as cette règle de décision de si tu as la moindre présence de fleurs et de pollinisateurs sur ta parcelle, tu peux pas faire de traitement. Et si ta culture est en floraison, tu traites uniquement d'entre 3 heures avant 2 heures avant le coucher du soleil et 3 heures après. Et si jamais il y a ont un usage autorisé pendant la floraison, mais en dehors de ça, on peut pas traiter en période de floraison. Je sais pas si c'est très clair pour cette explication. Et voilà, c'est les raisons de ces 3 heures. Pourquoi 2 heures avant et 3 heures après, c'est voilà, pour les températures qui vont attirer les abeilles vers la ruche parce qu'il fera trop froid. Voilà et sur la luminosité. En gros, c'est les facteurs qui vont jouer. Parce qu'il y a ces horaires, ils sont un peu donnés ils sont un peu donnés de façon large. Mais globalement, ce qui va faire qu'il y a du butinage ou pas, c'est des éléments qui sont pas aussi simples que dans cette loi, quoi. C'est pas 3 heures, 2 heures toute l'année, tout le temps. Ça dépend de l'hygrométrie, de s'il y a de la ressource à côté, de la luminosité. Et par contre, voilà, il y a un traitement dans la parcelle, c'est pas parce qu'on évite la zone à côté de la ruche que ça change quelque chose, quoi. Toute la parcelle va être touchée et les abeilles vont pouvoir aller partout.
Donc, on a fait un suivi des horaires pour montrer que voilà, pourquoi il y a ces 2 heures avant, 3 heures après. C'est parce que bah, majoritairement, les abeilles sont tout de même rentrées 2 heures avant le coucher du soleil, mais pas toutes, quoi. Donc, plus on fait éloigner de cette zone, mieux c'est. Plus on fait ce traitement éloigné de la zone. Donc voilà, c'est juste des rappels de base. Si on accueille des ruches, il faut quand même savoir que bah, voilà, tous les insecticides, même en bio, ont des impacts sur les pollinisateurs, notamment même les insecticides à base de bacillus ou de choses comme ça. Il y a certains biostimulants. Il y a pas toujours, on n'a jamais prouvé que ça faisait rien aux abeilles. Ça peut potentiellement avoir un impact sur leur microbiote. Donc voilà, c'est jamais quelque chose d'anodin et il faut toujours respecter les AMM et les créneaux horaires de floraison et de présence de butineurs avant de traiter. Voilà, c'est juste un petit rappel de comment on accueille bien une ruche de base en respectant les pollinisateurs. Donc voilà, c'est pour un peu reprendre pourquoi utiliser des pollinisateurs à la ruche comme vous voulez le faire. C'est que ça peut avoir un intérêt parce que sous abri, il y a moins de flux d'air et ça favorise, enfin, il n'y a pas forcément une bonne pollinisation qui se fait naturellement. Et que même si on a des variétés qui sont autogames, bah, il y a quand même les courgettes, pour les variétés dont c'est pas le cas, bah, il y a très peu de temps et un créneau très court pour la pollinisation, donc il y a un gros intérêt à le faire assez rapidement. Et notamment parce qu'il n'y a pas toujours un équilibre fleur mâle, fleur femelle. C'est ce que j'avais commencé à vous dire tout à l'heure. Donc, par exemple, Julie, dans le cas de Sandrine, là, qui avait mis des ruches et qu'il y avait voilà, des plantes peut-être qui faisaient plus de l'auto-fertilisation, etc. Qu'est-ce qui peut expliquer, enfin, est-ce qu'il peut y avoir un impact là sur ce qu'elle observait, qu'il y a eu des mielés plus tardivement? Bah, franchement, je pense du coup, si c'est autogame, les abeilles peuvent quand même y aller, mais il n'y a pas spécialement un énorme intérêt pour elles. Je pense que c'est plus comme ce que disait Hélène, c'est que potentiellement, il y a juste une autre ressource qui a démarré à côté, où il y a un décalage parce que le printemps était mauvais. Et Ok, c'est juste ça qui a fait. Parce d'accord. que des petites parcelles de maraîchage, à part si, je sais pas, elle était sur du melon, une énorme parcelle de melon immense, ça peut faire un gros coup de nectar, Hmm. mais Parce que les autres années d'avant, Sandrine, c'était mieux ou pas? Ben, les autres années d'avant, c'était pas moi l'apiculteur chez le maraîcher. En fait, le maraîcher a changé. Enfin, la parcelle, elle a été cultivée par un maraîcher qui n'était pas le même que l'année d'avant. Et l'apiculteur est parti et j'ai mis mes ruches à la place des siennes. Mais je n'ai pas eu de contact avec l'apiculteur d'avant. Ok. ok. Ce que je sais, c'est qu'en revanche, lui, il était là depuis plusieurs années. Mais la parcelle de maraîchage, elle est, comme dirait Pierre, au milieu des cailloux, dans la garrigue. Donc, Mm, s'il y a eu autre chose, c'est Hmm. forcément de la garrigue. mm, Ok. mm. Et après la badasse, dans la garrigue, il se passe plus grand-chose, hein. Et il n'y avait pas des adventices sinon, ou des. Bah, Pas euh, des- il y a une partie du terrain. Le monsieur qui étant relativement âgé n'a pas repris l'intégralité de la parcelle. Il a laissé une partie à livrer à elle-même. Mm. Alors, il y a peut-être là-dedans, je sais pas, des choses qui ont dégénéré ou des plantes qui se sont installées ou bon, qui qui ont pris le dessus sur d'autres et qui étaient, qui ont présenté des fleurs mellifères. J'avoue que En tout cas, tu les as pas observés. ce qu'il y avait à l'intérieur de la parcelle, je ne le connaissais pas. Mm. Pourtant, Hmm. les fleurs dans la garrigue, je les connais relativement bien. Mais ce qu'il y avait dans cette parcelle, je ne l'identifiais pas bien. Il y avait de l'ambroisie, malheureusement, pendant un certain temps, mais pour le reste, je ne sais pas. Mm. Mais j'avoue, sans voir, je saurais pas te dire oui ou non, Et je vais non. dire n'importe quoi. Mais bon, d'un autre côté, c'est vrai que s'il y a de l'irrigation à côté, bah, tu sais il y a moyen que ça décale, enfin, que t'aies un décalage de floraison par rapport à des espèces de garrigues. Hmm. Oui, Mais oui, par je me contre, doute. c'est peut-être pour ce printemps-ci, enfin, dès cette année-là, de peut-être mieux connaître les plantes qu'il y a à proximité du terrain, enfin, ou en tout cas sur Oui. la parcelle qui est laissée en friche, pour pouvoir justement essayer de comprendre ce qui va se passer cette année, non? Alors cette année, il va se passer quelque chose forcément parce qu'il a été amené de la terre, beaucoup de terre, qui a recouvert l'ensemble de la parcelle qui jusqu'à présent, enfin qui cette année n'avait pas été cultivée du tout.
Donc, je suis sûre qu'il va se passer quelque chose, je ne sais pas encore quoi. Oui, Mais je suppose je qu'elle pense va qu'il a être amené des cultivée, semences. hein. On ne fait pas ça pour rien. Donc, voilà. Donc, oui, il a amené à de la terre dans l'idée de d'étendre un peu les zones cultivées, c'est ça, si je Oui, comprends. c'est ça, de recultiver cette grande parcelle qui l'était pas. Ok. Mais tu as raison que ça va peut-être amener aussi des semences différentes. Donc, Eh, Ah c'est oui, ça, je possible. trouve ça peut être intéressant quand même, ouais. Ok. Et toi, t'es en relation avec lui, du coup, pour discuter sur ses pratiques, ce maraîcher ou... Oui, alors il, euh, il est pas, comment je dirais ça, il ne met pas de traitement, mais il ne fera pas, il est trop âgé, il fera pas la reconnaissance en bio, hein, il se Hmm. lancera pas là-dedans, c'est hors de question. En revanche, il ne met pas de traitement. Je me suis intéressée à la question pour les abeilles, voilà, voilà pour ce que je sais de ses pratiques. Ok. Et il serait pas non plus dans une... Ouais, si jamais il part bientôt à la retraite, il est pas non plus dans une démarche de travailler avec des bandes fleuries, avec des auxiliaires, des choses comme ça. Alors non, il est adorable, hein, vraiment, il est très gentil. Il m'a planté une foultitude, c'est tout à fait étonnant, de robiniers faux acacias. Ok. C'est Bon, bah, adorable et ouais, c'est c'est déjà très chouette. joli. Franchement, c'est très joli en bordure de parcelle, mais bon, c'est un peu monofloral, Ça fait mais, déjà une belle mielée, hein, c'est déjà mais chouette. ça fait déjà, oui, ça fait déjà une Enfin, belle. ça, si jamais c'est une zone où il y a de l'eau, Oui, oui, c'est une zone où il y a de l'eau, voilà, oui, oui. Ben, non, donc ça, ouais, c'est trop chouette. vraiment très sympa. Ouais, déjà, il a Pardon, fait. les robiniers faux acacias, ça se développe vite, ça peut Oh, faire très, des haies très vite, ça pousse intéressantes. très vite, Ouais. très, très vite. Et ça Ça y peut est, faire des haies de bord de parcelle, quoi. c'est intéressant. Après, ouais, dans les haies, c'est toujours bien d'avoir des mélanges parce que la période c'est cool d'avoir la période de l'acacia, mais c'est encore plus chouette d'avoir une diversité de périodes parce qu'avec le changement climatique, tu sais pas si les creux que tu peux avoir dans l'année, vaut mieux avoir différentes espèces. Mais ce qui est chouette, c'est que l'acacia, c'est hyper réputé comme miel et c'est très recherché, quoi. Donc c'est hyper Mhm. intéressant. Mais il y a tout un dilemme parce que c'est une espèce un peu envahissante. Oui. Donc c'est Ouais, souvent ouais. pas recommandé. Mais il y a des travaux avec, avec les forestiers pour trouver des espèces qui soient à la fois mellifères, à la fois... c'est un intérêt vraiment en bois aussi. Donc s'il y a de l'entretien derrière de la haie, ça peut être une piste quand même. Mm. Ben, le maraîcher, il laboure, enfin, il travaille sa terre, alors il n'y a pas d'envahissement. Voilà. Et ça, si jamais c'est une haie, si jamais c'est pas une haie laissée à l'abandon, bah, Voilà, il c'est ne faut plutôt pas chouette. laisser à l'abandon, mais c'est travaillé, donc il n'y a pas de souci. Et si on ne, si ce que j'ai compris, c'est que si on ne vient pas perturber le robinier, il ne fait pas de rejet partout. Et c'est Mm, s'il est agressé qu'il se met à faire des rejets partout et en fait à devenir un peu envahissant. mm, mm, Et Hélène, tu complètement. posais la question parce que tu réfléchis à faire des haies sur tes parcelles ou... Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. J'aurais complété les haies sur les parcelles et voir ce qui est plus favorable. Ben, aussi pour compléter, toujours le problème de juillet-août, là, qui est sec, où il n'y a plus grand-chose. Ben, moi, l'apicultrice, elle a retiré les ruches à un moment parce que pour les mettre ailleurs, quoi. Ok, Et là, elle les ramène maintenant. ok. Et Julie, toi, tu disais que tu avais, de la ressource là pour tout ce qui est plantes mellifères et pollinifères. Bah ouais, là, j'ai juste à côté de moi, justement, la liste des plantes mellifères en fonction du calendrier de floraison. Donc après, c'est des ressources qui existent déjà enfin, que peut-être vous avez sûrement déjà vu sur la liste des espèces mellifères nationales. Mais je peux vous l'envoyer, comme ça, vous pouvez essayer de vous dire, bon, bah, à telle période, moi, je vise plutôt tel creux de floraison. Chez moi, c'est à tel moment qu'il n'y a plus de fleurs. Je peux essayer de viser telle espèce, par exemple, tu vois, sur juillet-août. Tu vois, après, voilà, là, par exemple, tu as du trèfle. Bon, le trèfle, tu vas peut-être. Enfin, là, il faut que ce soit une jachère quand même entretenue, quoi, parce que du trèfle, sinon, ça miele pas s'il n'y a pas d'eau du tout. Mais tu peux Mais avoir pour des d'autres haies espèces. plutôt. Pour des haies, du coup, en bulbe. Alors, juillet-août, tu vas avoir du sous-arbrisseau, bah, des millepertuis, bruyères, de la ronce, du chèvrefeuille arbusif. Voilà. Le lierre va commencer en août aussi, donc c'est à garder. Je Quand il vous y a en. lierre qui apparaît, c'est bon, en fait. On voit que ça va Bah, mieux, mais ouais. le lierre, Avec voilà, c'est le toujours le frelon, dilemme. alors. Mais de Mm. mi-juin à mi-août, c'est toujours problématique, là. Hmm. Bah, je vous enverrai les différentes espèces avantageuses et notamment le travail de la personne là, qui est dans les PO et qui travaille sur le fait de faire des friches et de replanter des arbres dans les friches des PO.
Et c'est assez intéressant parce qu'il a pris du coup des espèces qui sont un peu rustiques, qui peuvent fonctionner en climat méditerranéen, quoi, ce qui est un peu le problème en garrigue. On peut pas non plus foutre du trèfle et des trucs qui ont l'air très sympas comme ça, mais qui vont pas forcément mieler, quoi. Mm. Je vous renvoie les supports, donc c'était pas trop le sujet, donc j'ai pas méga creusé ça pour cette présentation, mais je vous le renvoie, pas de souci, par mail ensuite. Bon, ok. Et au niveau des fruitiers, alors, vous allez l'aborder? Bah là, c'était pas trop, c'était vraiment que la filière maraîchage. Mais si vous avez des D'accord. questions sur les fruitiers, n'hésitez pas. Après, Dis-moi. c'est juste que c'était pas les mêmes périodes. Oui, Et par contre, là, ce que j'ai sur les, j'ai un peu des trucs un peu plus génériques, tu vois, si vous voulez, sur les, on va dire sur le nombre de ruches. d'accord. Le nombre de ruches, tu vas avoir, hop, toujours, c'est pas, ah non, c'était dans le truc d'avant, hop. Pour te donner un peu des ordres de grandeur qui sont valables et en plein champ et en, hop, je remonte un peu, voilà. Tu vois, c'est ce que je te disais, la bonne quantité d'abeilles. En gros, tu vas être sur 10 à 12 intercales d'abeilles par hectare. Et ça, c'est vrai pour les fraises dont il parle là, mais c'est vrai aussi pour de l'arboriculture. Ok. Ok. Que là, en maraîchage, voilà, les grosses cultures d'intérêt qu'on cible, c'est fraises, melons et courgettes. Donc, sur le melon, voilà, ce qui est important de savoir, c'était que bah, là, donc, Fraises aussi, moi, ça m'intéresse, fraises, parce que j'en ai en serre, là. donc voilà, bah, ça, c'est plus que deux éléments de démonstration qui disent que bah, la pollinisation, c'est important pour la taille, pour la forme, pour le goût, pour la conservation, que tu as une partie qui se fait par le vent et la gravité, mais que tu as quand même un quart qui est lié aux insectes, donc c'est quand même intéressant. Mhm. Dans le retour d'expérience là, de la personne qui travaille avec les fraises, ce qu'il nous dit, c'est que lui, il les met en mi-février, voire en janvier, trois cadres, une grappe de 25 centimètres dans la ruche à peu près. Et voilà, et par contre, c'est pas mal nourri. Et voilà, ça demande du nourrissement parce que Ouais. c'est quand même en début de saison. Donc, il n'y a pas toujours grand-chose. Voilà lui un peu ses grosses recommandations sur la fraise, enfin, ou comment il fonctionne pour ses prestations. Yep. Et sinon, voilà, sur la fraise, bah, c'est utile si t'as pas beaucoup de pollinisateurs, si t'es dans une zone un peu de monoculture où tu as une grosse surface en fraise. Donc là, voilà, pareil, il dit que les d'amener dès les premières fleurs, comme ça, tu es sûr qu'elles vont s'inféoder à la culture. Et tu vois, ce qu'il indique, lui, c'est de mettre plutôt un obstacle devant l'entrée de la ruche pour pour les forcer à monter un peu, elle est un peu plus loin. Donc lui, sur un ou une ou 20 colonies par hectare, donc un peu comme tout à l'heure, 12 ruches. Bon, ils mettent 12 ruches par hectare, mais l'idée, c'est d'avoir 5 6 cadres, 5 6 cadres. Donc, tu vois, pareil, à chaque fois, c'est que des prestations de 3 semaines si tu veux qu'elles aillent vraiment que sur ta culture, parce qu'après, la monodiète, ça va pas trop leur plaire et tu veux être sûr qu'elle soit bien efficace, c'est plutôt ça qui est recommandé. Mhm. Moi, j'ai une question aussi, c'est que l'apicultrice, elle a amené au départ des ruches où la reine n'était pas fécondée. Et finalement, la reine, elle sortait et il y a des fois où elle revenait jamais. Et donc, il vaut mieux, de toute façon, amener une ruche avec des couvains et une reine fécondée, alors. Bah ouais, parce que c'est vrai que si elle fait le déplacement en même temps, ça peut être peut-être pas. Surtout si elle les mettait. Tu parles pour l'exemple où elle mettait la ruche dans Dans ta la serre? serre, ouais. Ah oui, c'est pas dingo, parce qu'en plus, elle a besoin. Enfin, la reine, elle a besoin de sortir et de trouver des mâles, C'est et ça. si elle. C'est peut-être pas la meilleure situation du monde de la mettre sous une bâche pour le coup. Surtout que elle, si elle se coince dans un coin, t'es pas bien, quoi. Ouais, bah ouais. Et Donc, maintenant, faudrait bon, plutôt. elle l'amène avec il faut une ruche qui soit prête, quoi, en fait. Bah, c'est le mieux. En tout cas, si vous avez une relation avec une prestation, si c'est quelqu'un qui fait ça à titre gratuit, tu vas avoir du mal à négocier quoi que ce soit avec elle parce qu'elle fait ça pour elle, quoi. Surtout pour toi. Mais parce que tu vois, tout ce qui est décrit sur le nombre de cadres, etc., après, c'est des prestations à 80 euros la ruche. Mhm. Ouais, mais bon, après, ça vaut le coup Ça vaut par le coup d'être rapport bien à la fait, fécondation, quoi. c'est sûr. C'est pour ça que de plus en plus, enfin, il y a notamment dans les filières oléagineux,
ils font beaucoup de contractualisation et ils mettent des termes assez précis pour l'arrivée des ruches parce que c'est un peu donnant-donnant, quoi. C'est que Bah ouais, ouais. l'apiculteur, il a envie derrière qu'on lui garantisse qu'il va pas se prendre des intox et du coup que des bonnes pratiques soient respectées. Et puis enfin, pour le cultivateur de colza, là, je bug sur le mot, bah, lui, il va vouloir que sa prestation lui serve à quelque chose. Mm. Et donc, si on met un bon revenu derrière et qu'on met des bons cadres, des bonnes chartes de pollinisation, ça peut aider. Si ça t'intéresse, j'ai des chartes de pollinisation en exemple, là, que j'ai mis en lien. Mais en tout cas, c'est des éléments que tu dois indiquer dedans. Tu peux dire le calendrier, si jamais tu veux faire un contrat avec elle, mettre vraiment le calendrier de mise en place et de retrait des colonies, quelle qualité tu veux, combien tu veux de cadres, enfin, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle te promet dans sa prestation, quoi, combien de cadres de couvain, parce qu'elle va voir en fonction de elle aussi comment elle s'organise dans son élevage et dans sa pratique. La disposition des colonies sur la parcelle, est-ce qu'elles vont être au fond de ruche, enfin, des fonds de serre, début de serre, et la conduite de la culture, voilà, toi, t'engager aussi à pas faire certains traitements, voilà. Comme ça peut la rassurer, ça peut être des éléments à mettre dans un contrat. Ouais, par rapport à ça, ben, sur les courgettes, le problème, c'est le soufre. Et là, on est un peu coincé avec l'oïdium au bout d'un moment, quoi. Hmm. Ou alors, c'est de profiter au moment où ils retirent la ruche avant de la remettre à l'extérieur. Et à Ça ce peut être un moment-là, plan de faire un faire ça. traitement soufre en avril. Après, le soufre, il va quand même rester dessus, hein, mais au moins, tu auras peut-être un petit créneau où elles seront pas, enfin, au moins les quelques jours après, elles seront pas dessus, quoi. Mm. Le plus important, surtout, c'est pas de les faire au moment de la florée, c'est pas de le faire, c'est de le faire au moment où, enfin, la nuit ou un endroit, un moment où il y a Ouais, moins de c'est ça, le pollinisateurs, soir, quoi. ouais. Mm. Parce que dans tous les cas, c'est vrai que après, le soufre, c'est pas non plus hyper rémanent, mais bon, bon, ça va quand même, il y avait quand même un peu qui va rester. Mais Et bon, c'est ça aussi, ça rentre dans la prestation. je reviens par rapport à ce dont tu parlais juste avant, Julie. Là, toutes les deux, est-ce que la pollinisation que vous pratiquez, ou enfin, oui, est-ce que c'est oral, le contrat que vous avez avec la personne, ou est-ce qu'il y a, il y a une convention? Comment vous fonctionnez? Moi, c'est oral. C'est oral, ok, Oui, moi aussi, hein. d'accord, ok. Je remets là où ils mettaient les tarifs, justement. Tchuc, tchuc, tchuc. Ouais, voilà, 80 € la ruche. 80 € la ruche, ok. Bah, en maraîchage, tu as une vraie grosse plus-value. Souvent, en Ah oui, ça arboriculture, va vite, hein. t'as des 80 trucs. euros, c'est je sais pas, 40 kilos de courgettes. Hmm. Parce que par exemple, en arbo, il y a des tarifs beaucoup moins intéressants. Mais après, du coup, les gens sont moins intéressés de venir aussi. Mais par exemple, je sais pas, en arbo, des fois, c'est à 30 € la ruche. Mais l'arbo, il y a aussi c'est pas de la serre fermée, quoi. Tu vas moins dépendre d'une pollinisation de ruche. Tu vas avoir des pollinisateurs naturels et tu as aussi un petit peu de vent. Hmm. Vous, à Donc peu près, voilà. les tarifs que vous avez, enfin, comment vous fonctionnez, vous, Hélène et Sandrine? Moi, aujourd'hui, en fait, je j'ai pas de rémunération parce que même apicultrice, elle met des ruches ailleurs où là, elle fait son miel. Et pour elle, ça la satisfait. Mais c'est vrai que j'ai pas d'exigence non plus, en fait. C'est pour ça que par Hmm. rapport à la serre, moi, ça me dérange pas de régler quelque chose et d'établir peut-être une pollinisation qui soit meilleure. Ouais, ok. Et chez moi, on n'a pas parlé de rémunération. Je crois que ça même que ça choquerait mon maraîcher un peu vieille école Hmm. pour lui, euh, C'est plutôt lui qui met à disposition énergique. un terrain, quoi. C'est donnant-donnant, quoi. Oui, c'est ça. Il dit les abeilles travaillent pour moi. Il dit, c'est pas si c'est conscientisé à ce point-là, mais voilà et voilà. Bon, et pour moi, c'était la première année cette année, donc très intéressant, ne serait-ce qu'en termes d'expérience. Hmm. Ok. Oui, puis toi, tu les amènes tu les amènes plus en sédentaire, en fait, tes ruches là-bas. Ou en. Bah, c'était pas mon idée au départ, et puis finalement, je vais les laisser, je crois. Hmm. Oui, donc t'es Je pas vais non les plus dans le même laisser. type de relation. C'est là, t'es plus dans une relation avec quelqu'un qui est ton propriétaire d'emplacement de rucher, quoi. Ouais, finalement, ça se présente peut-être comme ça. Au départ, c'était pas du tout ce qui était envisagé. Je devais les mettre après avoir
après le tilleul, en fait, dans mon idée. Mais c'était pas du tout adapté au calendrier. Moi, je le connaissais pas, le calendrier du maraîchage. Mhm. Et donc, je les ai mises avant, finalement, parce qu'il me l'a proposé. Et lui, il a commencé sa saison tardivement, son prédécesseur est parti. Et voilà, il a fallu le temps qu'il se retourne. Bon, mais cette année, on va essayer d'être tous les deux plus branchés sur le calendrier. Ça marche. Donc, Mais je les lui, laisse parce que comme ça me permet de commencer bien en amont de la saison, enfin de l'année, et de voir vraiment une année pour de vrai, quoi. Plutôt que de prendre les choses au milieu et de ne pas savoir ce qui se passe. Je vais essayer de comprendre. ouais, cet emplacement-là. Mais ouais, tant que lui, il fait pas de toute façon, tant que lui, il fait pas une demande de pollinisation, c'est vrai que ça va être compliqué de lui dire, bah maintenant, tu me payes pour être Voilà. là. Hélène, c'est toi qui es la maraîchère, c'est toi qui veux augmenter ton revenu avec ça, donc tu as envie de mettre, tu peux mettre enfin, t'as envie de mettre des sous dedans, mais c'est vrai que sinon. Oui, voilà, c'est Après, ça peut être quelque chose à lui montrer. intéressant, Enfin, quoi. tu peux Ouais. toujours lui en parler, Sandrine, Bah oui, mais oui, c'est vrai que. justement, mais je voudrais savoir là, quelles conditions lui demander pour que ça soit favorable et que ça vaille le coup, tu vois. Hmm. Qu'est-ce que je vais lui demander à l'apicultrice contre moi, je suis OK pour la rémunérer, mais après, par rapport à quoi? Mm. Bah, tu vois, voilà, toi, tu disais que tu avais 1000 mètres, c'est ça? De d'abri? 1000 mètres carrés, Ouais, c'est pardon. ça, c'est des serres qui tournent, c'est 1000 mètres d'abri, mais en fait, les courgettes, elles sont que sur la moitié de la Ok, serre. bah, tu vois, Donc, t'as pas soit devant, besoin. soit derrière. Et c'est vrai que Mm, là, moi, j'ose pas lui demander. Bah, j'ai compris que c'était une contrainte pour elle de la mettre au milieu, mm, parce que pour voilà, je veux pas éviter. qu'elle vienne faire une surveillance. Et pour elle, c'est. Hein. Et il Donc, n'y a pas moyen de lui aménager une porte à l'arrière ou une ouverture en arrière de serre. Enfin, je sais pas comment sont tes serres, hein. Moi, j'imagine un truc avec une bâche oui, alors sinon, on peut la mettre de autoclosive. l'autre côté, mais du coup, la ruche, elle va être plein est. Et donc, pour moi, le danger, c'était que les abeilles se barrent de l'autre côté et rentrent jamais dans la ruche. Enfin, rentrent. De toute façon, elles y sont, mais pour moi, on laisse toujours une ouverture, quelle que soit la période. C'est-à-dire qu'en journée, forcément, on ouvre aux abeilles. Moi, j'avais pas compris qu'on pouvait les laisser au mois de Ah, mais février-mars. par contre, il y a une ouverture, hein. Tu vois, là, dans le schéma, il y a bien une ouverture dans la bâche Oui, de c'est la ruche. ça. On est obligé de C'est laisser. On pas. peut pas Ouais, les oui. laisser que dans Bah la non, ruche, si quoi. elles mangent que ça, là, Que là, dans c'est la sûr que. serre. Alors là, c'est sûr enfin, tu vas vraiment diminuer la dynamique de ta colonie, quoi. Voilà. C'est Donc, bien en qu'il y fait, ait on une. laisse une ouverture. Donc, quand elles sont au fond plein est, l'ouverture, on la fait où? Bah, c'est vrai que tu peux la faire à l'aise, c'est ce que je dois me dire finalement de la tourne ouverture. Tu t'inverses juste. Après, c'est pas dérangeant d'avoir plus de petites ouvertures. C'est pas cool pour toi vu que tu as fait d'ouvrir des ouvertures de ravageurs. Mais par contre, si tu as une crainte par rapport à ça, tu peux toujours refaire une petite ouverture en plus. Comme ça, tu es sûr qu'elles peuvent revenir. Non, mais c'est juste les ouvrants de côté qu'on ouvre. En fait, on Mm, laisse un ouvrant de côté avec un tube pour laisser ouvert pour qu'il y ait quand même un passage. mm, mm. Et on le met juste à côté de la ruche, cet ouvrant. C'est ça? On ouvre vraiment juste à côté de la ruche. Bah oui, c'est ça, comme ça peuvent dire quand elles sortent, il y a une partie qui va aller sur la culture, mais pour qu'elles puissent compléter leur bol pollinique quand même et pas manger que de la courgette, comme ça, elles peuvent sortir. Et est-ce qu'on peut pas laisser la serre fermée vraiment le matin, genre à 7 heures, et ne faire cette ouverture qu'à partir de 10 heures ou 9 heures, ou pour les laisser vraiment naviguer dans la serre et juste ouvrir. Non, il faut tout le temps laisser ouvert. Bah, pourquoi pas essayer? Après, ce qu'il faudrait pas, c'est leur fermer d'un coup et après, elles ne savent peu par où rentrer. Oui. Si mais à la limite, l'inverse, pourquoi pas? Mais elles Mais vont pas normalement, re-rentrer de nuit. Elles vont pas re-rentrer de nuit. Non. Voilà. bah, elles peuvent rentrer après, il y a des jours où ça peut butiner jusqu'à assez tard quand même, quoi, mais Ah pas ouais. non plus la nuit. Après, là, tu vois, voilà, c'est juste d'avoir une petite ouverture. De toute façon, tu le verras si jamais ça crée de la mortalité. Si elle se bloque, si tu vois avec tu peux toujours faire ton test, mais bon, à discuter avec l'apicultrice, quoi. Enfin, ou apiculteur. Mais oui, oui, mais on est assez. En fait, elles ne savaient pas trop, tu vois. On Mm, s'est posé mm, ces questions-là. Donc, si je fais une ouverture là où, comme toi, tu as placé, là, c'est côté ouest, on va dire, mm, mm. un peu au-dessus de la ruche, en fait. L'ouverture, elle sera au-dessus de la ruche, sur le côté. Et après, l'entrée et la sortie de la ruche, elle est placée sur ta flèche qui part dans la serre. Ouais, c'est ça, finalement, toi, si elle est à l'ouest comme ça, tchic, tchic, tchic. Ouais, c'est ça. Attends, je fais ça avec mes mains, comme si je peux vous montrer. Moi, j'essaierai comme ça. Moi-même, d'essayer d'avoir une ouverture de chaque côté, comme ça, t'es D'accord. sûr de où elles vont. T'es sûr qu'elles pourront rentrer à un moment donné. Mm.
Mais tu vois, pour toi, pour la surface que tu as, finalement, une petite ruchette, ça peut suffire et t'as pas forcément besoin d'un énorme. Alors de faire hyper attention au nombre de cadres de couvain, puisque une ruchette, ça fait 1000 mètres carrés. Toi, si tu as 500 mètres carrés, vraiment, tu peux avoir un ou deux cadres de couvain, t'as pas un énorme besoin non plus. Mais par contre, le renouvellement dont on a parlé, je pense que ça peut être chouette, ça. Si tu veux faire Au toute bout ta d'un mois culture de de courgettes. renouveler, ouais. Mm. Mm. J'ai un peu butiné de ci, de là sur cette présentation. J'espère que vous n'avez pas trop perdu. Est-ce que vous avez Avec un d'autres super jeu questions? de mots. Hé, hé, hé. Je N'est-ce pas. sais pas, Euh, est-ce que ça a un peu répondu quand même à vos problématiques et vos questionnements? Oui, pour moi, je découvre plutôt parce que ce n'est pas un domaine que je maîtrise. Et pour moi, c'est- c'est constructif, mais je pense que ça intéresse, ça intéressera plus les élèves qu'on aura au lycée école que bon, les administrateurs. Il n'y en a aucun qui fait de la pollinisation sur le rucher école. Mais Hmm. je pense qu'on peut intéresser d'autres personnes sur ce domaine-là. mm. Mais c'est vrai que c'est un peu niche, hein. Là, on est allé chercher dans le Tarn quelqu'un qui avait vraiment la technicité là-dessus, et c'est un conseiller maraîcher, tu vois, c'est même pas quelqu'un du milieu Ouais. apicole qui avait vraiment ces éléments-là. Et ouais. Mais par contre, c'est vrai que c'est des bonnes combinaisons. Quand on voit beaucoup de maraîchers diversifiés, c'est une pollinisation qui fait moins peur, on va dire, que certaines personnes qui font la pollinisation et qui se retrouvent à arrêter parce qu'ils font dans des grandes surfaces qui sont pas en bio et où ils perdent beaucoup de ruches avec de la tox. Et du coup, de ce que j'entends, il y a beaucoup de gens qui arrêtent la pollinisation en fait quand c'est pas en bio, quand c'est pas avec des partenaires qui font hyper gaffe. Parce que finalement, tu gagnes pas tant. Quand tu vois, aller en arboriculture, prends 30 euros la ruche, alors qu'à la fin, ta ruche, elle est perdue parce elle a une intoxication. Peut-être que derrière ça, le maraîchage, ça peut être OK. Mais nous, encore une fois, on est sur le maraîchage en bio, donc c'est encore moins risqué. Mais Au niveau des ruches, des cires, est-ce qu'il y a des distributeurs euh, on peut y compter sur des cires bio? oui, maintenant, alors au début de la conversion en bio, je sais que c'était une grosse question. Enfin, même il y a quelques années, c'était encore une grosse question de est-ce qu'on va trouver assez de cire? Maintenant, t'arrives comme les gens, enfin en tout cas, tous les gens que je connais en bio, ils arrivent quand même à s'en fournir. Et il y a surtout la tolérance de renouvellement au début d'installation qui aide pas mal. Mais enfin, chez Remuo, tu vas trouver facilement, par exemple, de la cire bio. Je fais pas de la pub pour lui, mais en tout cas, j'ai vu des gens qui sont en bio, souvent, ils en trouvent assez. Mais je sais qu'au début, c'était un gros dilemme. Mais ça reste un argument, par exemple, pour justement ne pas prendre les gens qui s'installent et qui ont besoin de convertir leur stock de non bio en bio, bah, ils vont quand même dire que ça reste pas une panacée non plus, quoi. C'est ce qui leur permet de justifier de quand même avoir une partie qui est pas bio. Mais par contre, c'est une contrainte parce qu'ils vont devoir me faire une analyse de cire, qui sont quand même assez coûteuses, hein. Je sais plus, c'était 300, 500, entre 300 et 500 euros le lot pour prouver que ta cire, elle est pas intoxiquée. Et même si tu es de très bonne volonté, ça peut t'arriver que tu aies quand même de la tox. Parce que même en conventionnel, on a eu des cires qui étaient, par rapport à un distributeur, c'était pas terrible. Hein. Ah oui, après, mais ça, l'analyse de cire, même quand on fait de l'achat, c'est quelque chose qu'on peut faire, de faire de l'analyse de cire pour se dire, bon, bah. Mais c'est vrai que quelqu'un m'a dit il y a pas longtemps que chez un vendeur, il avait vu une cire qui était presque verte. J'étais là, mais les gars, ils ont pas honte, quoi. Mais ça, c'est pas, je pense pas que par contre, le mec se prétendait bio quand même, parce que c'est déjà tellement cher, je pense que tu sais pas de mettre des trucs un peu au rabais bizarres. Alors, au niveau des abeilles, quelles sont la variété qui pollinise le mieux? Est-ce que c'est les buckfast? Est-ce que c'est... Bah, comme Buckfast, enfin, après, ça dépend de quel Buckfast on parle, mais globalement, comme elles ont quand même été sélectionnées pour fonctionner avec nos systèmes agricoles, c'est sûr qu'elles sont. Enfin, je sais pas, moi j'ai envie de dire Buckfast, mais d'un autre côté, toutes les abeilles qu'on sélectionne et qu'on mélange, elles sont faites pour fonctionner dans nos systèmes agricoles, donc D'accord. elles sont un peu inféodées à nos cultures, à nos espèces cultivées, quoi. Mais j'ai pas d'infos dessus, hein, c'est vraiment. Mhm. C'est ce que je dirais de façon logique. Dans les fournisseurs d'essaims, on, bon, on peut recommander certains
producteurs parce que là aussi, c'est pas évident de trouver des fournisseurs d'abeilles bio. Mm. Bah, faut que ce soit, ouais, faut que ce soit un éleveur bio. Moi, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont. Je crois qu'il y a un annuaire d'éleveurs sur le site de l'ADA. Et c'est une bonne question de dire qu'ils sont en bio ou pas. C'est une très bonne question, je vérifie. Mais en tout cas, il y en a plusieurs qui le sont. Est-ce que Hélène et Sandrine, ça a répondu à vos besoins ou vos questions en tout cas? Oui, moi, ça m'a apporté beaucoup d'informations, dont certaines, j'aurais même pas eu l'idée de les chercher, en tout cas à ce stade. Et je suis restée dubitative sur l'idée, j'essaye de comprendre pourquoi l'apicultrice qui travaille chez Hélène met des reines non fécondées. J'ai bien une idée, mais elle est farfelue. Après, elle l'a Est-ce que- changé, ça, hein. Après, Parce parce que qu'elle ça, a vu que ça marchait pas, et donc après, elle elle a avait arrêté. peut-être, enfin je sais pas, je suis pas calée en reproduction de ruches, mais elle avait peut-être dans l'idée de faire finalement un endroit saturé de mâles identiques, qui sont les mâles de la ruche. Voilà. Un peu comme on fait, on met sur 5 000 mètres carrés des ruches, des ruches à mâles pour faire une F0 ou une F1. Et là, elle se le crée sur 1 000 mètres carrés, en fait. Ça, Je sais pas, ouais. Mais bon. Ouais, c'est une idée. Mm. c'est malin, quoi qu'il en soit, si c'est ça. Mm, mm. Mais visiblement, ça marche pas des masses. Non, sur Mais... la fécondation, en fait, c'était parce que, oui, bah, parce qu'après, ça, la ruche, elle périclitait, quoi, parce que la reine, elle retrouvait jamais son chemin. Enfin, ça a marché une Oui. fois, et Je crois après. que de ce que je me souviens, elles veulent quand même, elles font des vols assez hauts. Peut-être que ça perturbe un peu leur cycle de faire ça, parce que je crois que ça, les vols de fécondation, ça peut aller assez haut et assez loin, dans l'idée quand même d'avoir Quand un c'est trop maximum de bas, diversité. Peut-être que Ouais, ça, peut-être qu'ils aiment pas, enfin, ouais. peut-être Peut-être qu'un qu'en truc fait, biologique, ça fait ça. ils s'y retrouvent pas. En tout cas, après, s'il elle y a devait aucun avis. ramener une ruche, quoi, parce que de toute façon, ça démarrait jamais, quoi. Mm. Donc Ok. après, maintenant, elle Ouais, ramène. c'est intéressant ce retour. Mm. C'est vrai que j'avais jamais pensé, mais d'un côté, s'il n'y a pas d'éleveurs qui font tous les gens qui veulent faire des souches, ils vont dans des îles, quoi. Ils vont pas, je connais pas de serre et pourtant, ça a dû traverser l'esprit de pas mal de gens avec de la pollinisation sous serre, etc. Mais je pense que Oui, voilà. s'ils le font pas et qu'ils restent sous des îles, mais c'est une bonne question. Peut-être que je pourrais retrouver des infos s'il y a des gens qui ont essayé à une période. Mais si plus personne le fait maintenant, c'est que ça doit pas être dingo. Ok, bah très bien. Bah, On s'était bah, fixé merci. 1h30, donc on est à peu près à la fin. Donc je sais pas si vous avez encore des questions. Et de toute façon, Julie, là, elle va pouvoir me transmettre là, les documents et moi, je vous les repartage à tout, voilà, à tout le monde qui était aussi inscrit. Donc voilà, si vous avez encore des petites questions, c'est le moment. Je vous ai mis les quelques espèces qui ont été recommandées, mais c'est en maraîchage, mais c'est pour des intérêts aussi sur les auxiliaires. Donc, C'est bien, ah, moi, j'ai fait une bande, justement, il y a Don Bleuet, Calendula, et effectivement, ouais, pour les macros, là. je sais que c'est plus le grappe qui va être très technique là-dessus parce Ouais, que d'un côté, on peut dire ah, c'est super de mettre plein d'espèces mellifères comme ça aussi, mais il faut voir s'il y a certaines. Il faut bien tirer les bonnes espèces de pucerons et pas des ravageurs. Donc je voudrais pas vous dire n'importe quoi non plus. Ça, faudrait se rapprocher du grappe, c'est qu'ils ont fait tous des calendriers pour avoir des périodes de floraison pour les cirfes. Et en fait, c'est périodes de floraison pour les cirfes, ça a une trompe beaucoup plus petite que les abeilles, donc ça peut fonctionner aussi pour les abeilles mellifères. ouais, ouais. Est-ce qu'on constate une mortalité plus importante après une pollinisation? Sous tunnel, tu veux dire, ou en général? Enfin, générale. Je pense que ça dépend des pollinisations, mais que par exemple les gens qui vont faire la pollinisation en amandier aux États-Unis dans des endroits surtraités où il n'y a Ah pas trop de... oui. C'est sûr que là ça a une grosse perte, mais ouais j'ai eu plusieurs retours de personnes qui m'ont dit ouais bah là ça arrive pas tout le temps. C'est comme souvent les intox, c'est pas systématique, mais quand ça arrive et que tu as un rucher à terre, ça te suffit pour une vie. T'as pas envie de d'autres expérience. Oui. Après, voilà, sous serre, ça va être une fatigue. C'est surtout dans la monoculture aussi où ça peut avoir une. Mais par contre, il y a des pollinisations qui sont hyper intéressantes, genre tournesol et colza. Pas du tout, c'est l'inverse. C'est bénéfique à la colonie. Tant qu'il n'y a pas Oui. d'intox. Mm. Colza, je l'ai fait une fois et en fait, il s'est rien passé du tout. Et visiblement, là, alors que je m'étais pas plus renseignée que ça, j'étais encore néophyte. Et le colza
il était travaillé, je pense, génétiquement et il n'avait pas besoin de l'abeille et qu'il n'avait rien à faire dans ce colza. Mm. Je, Ça je peut pourrais arriver, par exemple, tester ça. ouais, il suffit pas d'avoir du colza et de tournesol pour se dire qu'on va avoir du nectar. Ça dépend vraiment aussi du contexte. C'est qu'il y a des gens, par exemple, qui font du tournesol dans le Gard, mais il n'y a pas assez d'eau pour que ça soit intéressant niveau nectar. Et c'est vrai ce que tu dis sur la sélection aussi. Justement, il y a un thésard qui travaille parfois, enfin, qui vient parfois faire des présentations à l'EDA qui s'appelle Stan Chabert et qui travaille sur des espèces de colza qui restent mellifères parce que ça a été un peu oublié dans la sélection génétique de faire des super tournesols et de faire des. Enfin, lui, en tout cas, il travaille sur le tournesol. Ça a été un peu oublié le fait de conserver l'aspect mellifère. Oui, 7 hectares de colza et j'ai dû nourrir. Hmm. Ah ouais. C'était où? C'était quelle année? C'était pas cette saison, c'était la saison d'avant et c'était, disons, à Gajan, pour se donner une idée, donc pas loin du tout de Saint-Mamère. Mais on est voisins. On est voisins, oui, tout à fait. Je regarde ce que je. Gagence avec un J. Ah, Avec ok. un J, Gajan, Oh, Fonce-Outregardon. regardons. Fonce-Outregardon précisément. D'accord. Ouais, il faut voir. Je sais qu'il y a des gens qui vont parfois chercher des espaces où les cultures sont irriguées pour être sûr qu'il y a une mielée, quoi. Il y a Ah, des c'était pas conditions. irrigué, hein. D'ailleurs, Mm. on finira par plus faire beaucoup d'agriculture par là parce que c'est pas irrigué. L'irrigation peut pas y aller. Le lot du barreau ne peut pas aller jusqu'à là. Mm. Ok. C'est une explication. C'est peut-être une explication, oui. Mais pourquoi ça n'a pas fonctionné? Et il y Gageons a, avec un J, hein. Oui, oui, et je suis retombée sur ce monsieur, je sais pas qui c'est. Mais voilà, j'ai bien vu. Ça m'a Oui, c'est l'air ça, dégageant. entre Gageant et Fonce. Bref, ok. Je vais porte pas vous de embêter. France. Ok. Ok. Je vous propose qu'on arrête la visio là-dessus et on vous envoie dans les jours qui arrivent les différentes ressources techniques dont a parlé Julie. Et il ne faut pas hésiter si vous avez des demandes ou vous recherchez par exemple de la pollinisation, soit pour mettre des ruches, soit des besoins de ruches, il ne faut pas hésiter à me demander parce que nous, on peut vraiment. Ça avait très bien marché. Par exemple, l'an dernier, il y avait un maraîcher qui avait besoin très rapidement de ruches parce que ses melons étaient en fleurs et en 1 heure, il a eu 8 appels d'apiculteurs. Donc nous, on peut aussi vous aider là-dessus sur la mise en lien. Donc si jamais il y a